Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Politique en direct sur Al24 News. Politique reviendra ce soir sur la fameuse affaire de BFM TV dont les répercussions ont porté leurs ondes de choc très loin, mettant à découvert le grand poteau rose. L'impair commis volontairement ou pas du journaliste franco-marocain n'est finalement que l'arbre qui cache la forêt, une forêt dense et impénétrable, du moins en apparence, car l'enquête a démontré derrière l'information fausse et controversée livrée comme une vérité, se cachait une société qui n'en est même pas une, puisqu'il s'agit d'une structure en quelque sorte informelle qui fait en réalité dans la désinformation et dans la manipulation. Il s'agit d'une structure israélienne sioniste, là où se trouvent les sionistes, et bien sûr, le Marzen n'est pas trop loin. Retour sur ce scandale aux ramifications stupéfiantes. Tout à l'heure, le débat est lancé. Pour en débattre avec nous donc ce soir, Rafat Habib, professeur universitaire et expert en questions internationales, il est avec nous par Skype depuis Tunis. Monsieur Rafat Habib, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonsoir. Monsieur Khanti Bala, représentant du Front Polisario chargé de mission auprès de l'Europe et de l'Union européenne. Monsieur Khanti Bala, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et Gamal Abina, expert en questions internationales, il est joint par Skype depuis Paris. Gamal Abina, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir à tout le monde. Alors, pour commencer, Monsieur Rafat Habib, avec vous, Rachid Mebarek serait-il finalement l'arbre qui cache la forêt? Je pense plutôt que c'est le fusible qu'on a présenté aux médias. Comme ça, on l'a jeté en pâture. Pour pouvoir justement faire le, comment dire, faire table rase de toute. Oui, parce que vous savez, les médias, c'est la seule puissance qui reste pratiquement aux Européens maintenant et aux Occidentaux. Donc, ils ne sont pas prêts à livrer cette arme à leurs ennemis, sachant pertinemment que maintenant les Israéliens et les Marocains, le Marzen marocain, n'en sont pas à leur première tentative de désinformation ou de comment dire d'essai de manipulation, d'influencer. Oui, d'essayer d'influencer surtout certains milieux, aussi bien en Europe qu'en Occident, et même dans nos pays. Nous rappelons tous de ce qui s'est passé il y a quelques années, le scandale des téléphones et des écoutes téléphoniques avec l'application Pegasus qui a été achetée auprès des Israéliens. Donc, nous sommes pratiquement en présence d'une alliance presque fusionnelle entre d'un côté les services secrets du Marzen d'un côté et les services secrets israéliens. Et ce qui s'est passé dernièrement, moi j'ai lu les réactions et les justificatifs qui avaient été avancés par BFM TV où ils ont dit que certains passages n'ont pas eu l'aval de la part de la chaîne pour pouvoir passer sur les antennes, ce qui veut dire qu'il y a nécessairement un aval beaucoup plus haut qui essaie maintenant de se dérober, mais je pense que l'enquête ira le plus loin possible, surtout dans cette période où les médias européens et occidentaux sont vraiment soumis à une véritable pression de la part aussi bien de la population que des partenaires et surtout des financiers qui sont derrière. N'oublions pas, c'est toujours une affaire de gros sous, ces médias en Europe. Oui. Il ne s'agit pas vraiment de la liberté de la presse, etc. Tout ça a été balayé d'une main. Maintenant, on assiste à de véritables imbroglios financiers, médiatiques, etc., qui sont en train de polluer, si on peut utiliser le terme, qui sont en train de polluer le paysage audiovisuel. Oui, alors, Monsieur Gamal Abina, maintenant que l'affaire est sortie au grand jour et dévoilée au grand jour, quelles seraient les répercussions de cette affaire et surtout, quelles sont les mesures à prendre si des mesures doivent être prises justement contre ce genre de société ou de structure, disons-le ainsi? Alors déjà, une chose qui doit être mise en avant, c'est pas parce que cette structure informelle se déclare pas comme association ou société que ce n'est pas une officine qui travaille pour Israël. On a bien compris que ce genre de structure est très bien utilisée, réellement utilisée, couramment utilisée par les sionistes parce qu'effectivement, ils ont besoin de se cacher derrière
des structures qui seraient soi-disant informelles. C'est quand même ils génèrent beaucoup d'influence. Ils ont des milliers de faux comptes, de faux profils générés par un programme qui est très élaboré. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la question qui est à poser, c'est d'abord deux questions. La première, l'indépendance des médias. Quand un média est privé et qu'il est tenu par un homme d'affaires, M. Drahi, il est difficile de croire qu'il est indépendant. M. Drahi, qui ne cache pas son sionisme, il a quand même créé la chaîne I24 en prenant possession de BFM et d'une radio RMC. Donc, ce qui se passe, c'est que le fusible, ça a été dit à l'instant, a été sacrifié. Rachid Barki, qui a été certainement, qui a sombré sous les sirènes d'une rémunération qui serait de 3 000 € pour chaque opération d'intoxication, a produit de l'information en pleine nuit, puisque c'était un journaliste de nuit, et de l'information orientée. Problème, c'est que cette information prenait des positions extrêmement tendancieuses qui ne correspondent pas à une politique éditoriale de la chaîne, c'est une chose, puisque c'est Marc-Olivier Fogiel qui a dit qu'il n'était pas informé de ça, mais surtout qui ne correspond pas à la politique nationale française. Oui. Or, M. Drahi est en difficulté, très grande difficulté actuelle. Il ne faut jamais perdre de vue que cet homme qui a un amour d'Israël sans limite, ça, il ne s'en cache pas, Il ne le cache pas. finit par... Oui, il finit quand même par faire sauter un fusible qui aurait été plutôt favorable à Israël dans l'absolu, puisque les positions qu'il prenait n'étaient pas forcément très pro-algériennes, on l'a bien compris. Mais surtout, il fait sauter un fusible parce que lui-même est inquiété dans une affaire en Suisse où il doit 7 milliards 400 millions d'euros à la Suisse. Donc tout ça, c'est des imbroglios comme ça politico-financiers qui font que quand ce scandale arrive, et il a été dévoilé d'ailleurs par l'équipe qui a mis à jour ces manipulations, qui a mis à jour effectivement ces méthodes de désinformation, ces méthodes d'information orientées à tous les mois, et bien cette équipe a mis à jour effectivement ce scandale, puisque ça devient un scandale de fait, et oblige la chaîne à mettre de côté, à mettre à pied M. Barki, qui va certainement être licencié, je le suppose, parce qu'effectivement, il a pris des libertés que même sa ligne éditoriale, que même sa rédaction en chef n'était pas en mesure de pouvoir expliquer, ou même ils n'ont pas été informés tout simplement. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus loin qu'une simple mauvaise information. On parle vraiment de posture politique, on parle d'influence des médias privés, parce que ce sont les médias privés. Il ne faut jamais perdre de vue que BFM et CNews sont des organes de presse privés, donc qui ont une lecture de l'actualité très orientée, mais qui ne peuvent pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la politique nationale française. Oui, très bien. Alors, ça risque d'aller très loin. Qatibala, alors on sait qu'on n'est même pas sorti encore de l'affaire du Maroc Gate, qui est encore toute fraîche, avec les inculpations et les arrestations, que nous avons encore cette affaire qui est dévoilée au grand jour et qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets pour l'instant. Alors, pourquoi est-ce que c'est un hasard qui fait les choses, que chaque fois qu'il s'agit d'une affaire de manipulation médiatique, de corruption, là où se trouve donc l'État sioniste, le Makhzen n'est pas très loin. Oui, le Makhzen et le sionisme, c'est une longue histoire d'alliance depuis l'époque de Hassan II et depuis l'exil forcé des Juifs marocains pour peupler l'entité sioniste au détriment du peuple palestinien. Et cette coopération a pris plusieurs facettes, a duré dans le temps, continue encore. D'aucuns attribuent l'assassinat de Mehdi Ben Barka évidemment au régime marocain, mais avec le soutien et l'appui du Mossad. Et aujourd'hui, donc, on voit effectivement comment cette alliance se concrétise et qui va toujours, pour fragiliser le droit international, pour enfoncer le peuple palestinien, enfoncer le peuple sahraoui. Ça emprunte des sentiers immoraux comme la désinformation, le mensonge, et voilà. Donc, suivant le principe de mentir, il en restera toujours quelque chose. Oui. Et on voit cela tout à fait visible dans l'affaire que vos invités viennent de citer, l'exemple de cette société israélienne qui, en fait, à l'image, rappelez-vous, de cette affaire de Cambridge Analytica, qui avait l'ambition de trafiquer, d'influencer des élections par le jeu de trolls, de cyberespionnage, de campagnes de désinformation et de propagande. Et effectivement, dans le cas, par exemple, du cas du Sahara occidental, tout est mensonger, tout est faux, tout est contraire à l'éthique, au moral, au droit international. Mais peu importe, pour ces gens-là, l'objectif, comment dirais-je,
Le but justifie les moyens et les moyens sont extrêmement bas. Cela passe par les mensonges, évidemment les plus crus et les plus. Mais c'est voulu. Peu importe la vérité ou de l'histoire, du moment qu'elle est crue, c'est bien. C'est ça le credo de ce genre de société. Et effectivement, on est là dans quelque part un remake ou bien une continuation de la fameuse affaire révélée par le documentaire Cambridge Analytica. Oui, très bien, Kantibala. Rafah Habib, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'affaire de Rachid, ou que le journaliste en question, le franco donc marocain, serait un poisson pilote, comme se plaît à le dire certains médias occidentaux, de renseignement marocains? Non, je pense sincèrement que la chose a été, comment dire, faussée depuis le début. On essaie maintenant de couper les voies vers une véritable connaissance de ce qui s'est passé. Parce que, comme on l'a dit, il ne s'agit pas juste d'une erreur professionnelle concernant une information. Il s'agit de tout un système qui a été mis en place afin d'injecter dans les médias, mais aussi d'injecter dans les consciences des gens, une série bien structurée de mensonges et de désinformation. Et ça ne s'est pas fait sur une semaine ou 2 semaines, ça s'est fait sur une période très très longue qui a permis la création d'une sorte d'avis partagés au niveau de la population sur certaines questions. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'on est en train de remarquer que non seulement on n'est plus maintenant dans la phase qu'on avait connue avec Cambridge Analytica. On est en train de passer à une phase beaucoup plus importante. Ça veut dire que maintenant, il ne s'agit pas seulement de travailler sur les médias sociaux, ni de travailler sur certains secteurs de l'information. Il s'agit carrément de coloniser des zones et des franges entières de l'information afin d'y installer une sorte de doxa au niveau de l'information qui oriente de manière massive l'opinion publique. C'est ça ce qui est très, très dangereux. Et apparemment, les promoteurs de cette ligne politique et médiatique ne sont pas prêts à abandonner la bataille. Au contraire, il y a eu juste cette petite question avec ce monsieur qui joue un rôle de ce grand ordre. Oui. Mais je suis certain qu'ils vont jouer sur l'oubli, ils vont jouer sur les omertas qu'il y a aussi dans les autres médias, parce qu'on ne parle pas que de ce média qui a des problèmes. Pratiquement, on a vu que la désinformation maintenant est devenue quelque chose qui est de l'ordre du systématisme en Europe, avec des voix qu'on éteint, etc. Moi, je pense qu'il y aura dans les prochains jours, si dans les prochaines semaines, une sorte d'omerta autour de cette question-là. On va oublier et il va y avoir un retour, peut-être même beaucoup plus insidieux pour pouvoir influencer les avis. N'oublions pas quelque chose, c'est que l'Europe maintenant est en train d'évaluer ce qui est en train de se passer en Ukraine, ce qui est en train de se passer avec les pays du Golfe, ce qui se passe surtout avec les pays du sud de la Méditerranée, dans le Sahara-Sahel, et il y a une volonté d'un retour de manivelle de la part aussi bien des médias que des politiques afin de réimposer une certaine hégémonie de l'Occident, de l'Europe sur certains pans des médias dans nos régions. Oui, Monsieur Gamel Abina, il s'agit réellement d'une affaire de mercenariat médiatique, j'allais le dire, politique également, et qu'aujourd'hui les batailles ne se mènent pas seulement sur le terrain, mais également sur le virtuel, et on voit ce que ça donne, puisque de toute façon, cette société, ou cette structure, si on peut l'appeler ainsi, ne s'occupe pas seulement de faire de la manipulation médiatique, mais également électorale, ce qui est absolument très grave. Vous savez, j'allais dire que c'est pas nouveau, la manipulation de l'information. Si on revient un petit peu à la genèse,
C'est Edouard Bernays qui a inventé ça et qui a créé clairement le marketing orienté et le marketing de propagande, qui a inspiré d'ailleurs Joseph Goebbels, qui a fait le ministre de la propagande, le ministère de la propagande. La manipulation de l'information, on l'avait observé de façon très criante, très forte à l'époque, surtout de CNN pendant la seconde et troisième guerre du Golfe, au cours de laquelle ils ont prétendu avoir des informations extrêmement à charge contre Saddam Hussein, armes de destruction massive, bébés dans les couveuses qu'on faisait mourir, tout un tas de manipulations pour pousser à la guerre. Évidemment, aujourd'hui, la guerre de l'information, c'est pas une nouveauté, mais elle s'est accentuée avec l'arrivée des réseaux sociaux et donc de l'information massive qui arrive immédiatement sur votre téléphone, sur votre smartphone et qui vous permettent d'écouter, de croire et d'entendre ce qui est dit. Alors, ce groupe de story killers a mis en exergue le fait que ce qu'on appelle la Team York, donc c'est l'officine israélienne qui produit ces fausses informations, mais pas seulement, elle produit du contenu, elle produit des documentaires orientés et surtout l'influence dans les réseaux sociaux en massifiant ce qu'on appelle les mouches du net, donc des gens qui sont là, des faux comptes qui sont destinés à orienter le débat et à faire monter l'information sur Twitter, par exemple. Tout ça, c'est des manipulations qui sont grossières et qui permettent effectivement d'influencer en général l'information et donc l'opinion publique. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi il est censuré en Europe, on voit bien ce qui se passe avec RT France, c'est que l'égard de l'information est un des éléments clés pour pousser les populations à se radicaliser contre, mettons, les Russes, pour prendre l'exemple le plus évident, ou contre peut-être les Sahraouis, ou contre l'Algérie, puisque l'Algérie ne pratique pas ce genre d'égard d'information. C'est très récent que l'Algérie investisse ce champ de compétences. Sur le numérique, malheureusement, l'Algérie est assez en retard, il va falloir compenser ses retards, mais on se rend bien compte effectivement qu'avec la naissance d'AL24, c'est encore un coin dans la guerre de l'information parce que ça pose problème. L'Algérie ne pratique pas la corruption de fonctionnaires européens. Ce sont les pays faibles qui font ça en général parce qu'ils ont besoin de convaincre sur des causes qui ne sont pas entendues. Eh bien, c'est vrai que maintenant, quand on voit que les informations qui ont été transmises par ce journaliste, dont il dit qu'il ne savait pas, c'est un journaliste qui n'a que présentateur, il n'est pas sur la ligne éditoriale, il n'a pas le droit d'intervenir. Pour présenter l'information présentée par son équipe, eh bien, il est intervenu, il a présenté des documents orientés, des documents qui devaient influencer la nuit, en plus, c'est pas le jour, certaines personnes, et malheureusement, il a été pris la main dans le sac. Donc, à 54 ans, ce malheureux est en péril. Oui, est-ce que, M. Gamal Abina, est-ce que vous pensez que le timing qui a été choisi justement pour distiller ces informations n'est pas du tout anodin? Est-ce que cela un petit peu culpabilise beaucoup plus le journaliste en disant que peut-être il était tout à fait conscient de ce qu'il donnait comme information, loin d'être, comme il le dit, lui, victime d'une erreur? Alors, victime d'une erreur, c'est impossible parce que oui, c'est pire que ça. Il n'a pas à donner l'information de son point de vue. Il y a une ligne éditoriale. Sans qu'il y ait une validation, oui. Par le rédacteur en chef. Il ne peut pas donner de documents ou documentaires. D'ailleurs, c'est pour ça que Marc-Olivier Fogiel a été choqué, parce qu'il s'est rendu compte que ces éléments d'information ne lui avaient pas été soumis ni à lui, ni à sa direction, ni à sa hiérarchie, ni même au rédacteur chef. C'est quand même lui qui fait le travail. Donc son erreur est grossière, mais j'ai envie de dire que la multiplication des erreurs, la question évidemment des écoutes téléphoniques avec l'affaire Pegasus, la question évidemment de l'influence agrandissante jusqu'à en arriver à de la corruption sur la question du Parlement européen par certains agents du Maroc, et évidemment la question maintenant de cette information qui est orientée dans une chaîne qui n'était pas favorable à l'Algérie ou à la cause palestinienne, on le sait, mais qui tout de même se retrouve en difficulté parce qu'effectivement là on parle de déontologie. Toutes ces questions-là arrivent dans un timing qui est extrêmement fâcheux pour eux, parce qu'évidemment, c'était pas voulu, ils ne s'attendaient pas à être dénoncés. Ça a été fait par des indépendants qui ont révélé le poteau rose. Et c'est en cela qu'il y a un problème. Et en même temps, ça rassure sur le système démocratique français. Il y a encore des contre-pouvoirs qui permettent quand même d'interroger la façon dont l'information est distillée, la façon dont on oriente les débats politiques en France généralement. Oui. Rafat Habib, alors la manipulation tient souvent par des petites phrases comme celles qui ont été prononcées donc par le journaliste en question. En apparence, elles sont anodines, mais bien sûr, les répercussions sont souvent incommensurables, comme par exemple balancer le mot le Sahara marocain. Comme ça, dit de manière très simple, une petite phrase distillée à minuit à bon entendeur. Et bien sûr, l'information va être répercutée par tous les médias et compris donc par le virtuel. Est-ce que vous pensez que cette façon de procéder laisse dupes les téléspectateurs? Ça dépend de ceux qui sont face à leur derrière télé. l'écran. Donc,
Bien sûr, parce que il y a des Européens qui ont un certain recul par rapport à ce qu'ils entendent. Ils ont un esprit critique. Mais bon, il y a aussi une très grande masse qui suit un peu et de manière un peu lointaine ce qu'on leur dit. Ce que je peux retenir moi de cette affaire, c'est que justement, il y a eu une succession d'affaires ces derniers temps concernant le Maroc qui met ce pays vraiment dans une situation peu enviable. La corruption, la manière avec laquelle il est en train de traiter certains dossiers, ses influences dans certains médias, mais surtout son rapprochement avec Israël, qui est en train de lui coûter très très cher. Non seulement au niveau intérieur, mais surtout au niveau de l'étranger et au niveau, ne l'oublions pas, d'une diaspora marocaine qui est en Europe et qui est en train de voir cette dérive du Marzen au niveau des médias, mais aussi au niveau du traitement qui lui est accordé aujourd'hui par les médias et par certaines voix en Europe, des voix libres, qui sont en train de mettre l'accent sur le danger qui est en train de représenter le Marzen dans cette fuite en avant qu'on est en train de voir. Mais j'aimerais insister sur un sujet qui a poussé quand même ces derniers temps certains défenseurs du Marzen à sortir de leur terrier et d'essayer de défendre bec et ongle, y compris par l'utilisation de certains moyens qui sont considérés comme étant des moyens pas très légaux ou bien pas très moraux. En fait, il s'agit de la question du phosphate. Dernièrement, il y a une motion qui est préparée au niveau du Parlement européen pour interdire l'importation des minerais qui sont extraits dans des régions occupées où il y a des conflits. Et nous savons pertinemment que le Maroc exploite le phosphate dans certaines régions du Sahara occidental. Et avec cette loi qui pourrait être votée, qui est même discutée au niveau du Parlement, je pense que le Maroc aura des problèmes parce qu'il y aura des gens qui vont braquer les lumières sur la question de l'occupation marocaine du Sahara. Ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur maintenant aux Marocains et c'est pour ça qu'ils ont commencé à agir et à essayer de colporter cette idée de la marocanité du Sahara. Oui. Kantibala, alors comme le disait Rafah Tabib, effectivement, il y a une émergence d'une série d'affaires, de scandales aussi impliqués de corruption, de pots de vin, et comme on le voit maintenant, de manipulation de masse, manipulation politique également. Mais le tout tourne autour d'un point qui revient à chaque fois, celui du Sahara occidental. Comment contrecarrer le Sahara occidental, quitte bien sûr à courber les chines pour certaines puissances. Kantibala, alors pourquoi le Sahara est présent dans chaque dossier? Et quand je dis présent, par le Maroc, bien sûr. Oui, le Sahara occidental, souvenez-vous de la phrase de Hassan II qui n'hésitait pas à présenter à ses invités que le Sahara occidental, pour lui, c'était son Alsace-Lorraine. Mais le problème, c'est que Hassan II, il s'est rendu vite fait que le Sahara occidental lui coûtait extrêmement cher et pourrait lui coûter son trône même. C'est pour ça que, quelque part, c'est mon analyse, est allé vers une solution. Avec le Front Polisario. Mais son successeur, voyant que le plan de paix n'a pas abouti, que le référendum ne pouvait pas être réalisé, il s'est rendu compte que ce Sahara occidental, qui a priori était devenu une menace pour le trône, était devenu une vache à lait pour Mohamed VI. Et du coup, il s'y accroche bec et ongle, jour après jour. Et effectivement, le Sahara occidental, pour l'actuel régime marocain, et du pain béni, oui. Presque 3 milliards de dollars générés par les phosphates, la pêche et l'agriculture, c'est une manne que le régime ne pourrait laisser si facilement. Par ailleurs, en plus du Sahara occidental, il joue un rôle de déstabilisateur de la région.
Et je suis d'accord avec votre invité à propos de cette affaire de ce pauvre journaliste Rachid Mebarki, qui n'est que la partie immergée de l'iceberg d'un système qui n'est pas prêt de s'éteindre en fait. L'affaire ne se terminera pas avec Rachid Mebarki, elle continuera certainement. J'en ai pour preuve une sorte d'appel qui a été lancé aujourd'hui ou hier dans le journal Le Monde par un ensemble de personnes. Oui. Absolument, par un ensemble de personnes. Eh bien, quand vous lisez avec précision et avec attention cet appel, vous vous rendez compte que c'est le genre de document fabriqué dans des officines telles cette société sioniste. Absolument. C'est un appel pour la résolution du conflit du Sahara occidental. C'est ce qu'il y a de plus magnifique. Mais quand on lit le texte, il n'y a aucune référence au Front Polisario, même pas au peuple sahraoui, même pas au contour juridique du conflit, c'est-à-dire de décolonisation. Tout a été cousu de manière à donner raison. De fil blanc. Voilà, Omar Zen a effacé l'existence du mouvement de libération sahraoui du Front Polisario, a effacé l'existence du peuple sahraoui, etc. C'est ce genre de sentier qu'emprunte la propagande marocaine, construite évidemment par des officines qui savent bien comment construire le lobbying. Médias et l'information. Merci beaucoup, Monsieur Kantibala. Je rappelle que vous êtes représentant du Front Polisario, chargé de mission auprès de l'Union européenne et de l'Europe. Vous étiez avec nous depuis Paris, par Skype. Merci également à Monsieur Gamal Abina, expert en questions internationales. Vous étiez également avec nous depuis Paris, par Skype. Et Monsieur Alafat Habib, que je remercie également. Vous êtes professeur universitaire et expert en questions internationales. Vous étiez avec nous depuis Tunis, par Skype toujours. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain pour un nouveau thème de politique. Au revoir.